Bonjour à tous et à chacun. En 1956 s'ouvre une nouvelle phase de la guerre froide appelée coexistence pacifique. Après la crise de Berlin et la guerre de Corée, il s'agit désormais d'éviter une ascension vers les extrêmes et une confrontation directe entre les États-Unis et l'URSS qui aurait signifié l'apocalypse nucléaire. C'est la logique de l'équilibre de la terreur qui bat son plein. Dans leur relation directe, les deux grands veulent éviter toute solution militaire. Ils poursuivent un but commun, empêcher une guerre nucléaire signifiant la destruction de l'humanité tout entière. Malgré cette nouvelle logique, cette période est encore marquée par l'existence d'un monde bipolaire. Moscou et Washington gèrent en effet les affaires mondiales, même si leur domination à l'intérieur de leurs blocs respectifs est désormais contestée. C'est parti! Au milieu des années 1950, on assiste à l'Est à un processus de déstalinisation. Staline décède le 5 mars 1953. Une période de réchauffement des relations Est-Ouest s'amorce alors. Le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, entre le 17 et le 24 février 1956, constitue un tournant en ce sens. Le nouveau dirigeant de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, veut en effet assouplir le régime. Il prononce alors à huis clos un rapport très critique envers Staline. Il condamne le culte de la personnalité voué au petit père des peuples, la répression brutale, notamment contre des milliers de communistes, les déportations massives. Des fuites de ce rapport, censé être secret, permettent à la presse occidentale de diffuser ces informations et donc d'en éclairer les opinions publiques. Mais surtout, ce rapport dessine de nouvelles orientations. C'est la fin du monolithisme soviétique. Khrouchtchev reconnaît le pluralisme socialiste, c'est-à-dire la possibilité pour chaque démocratie populaire de construire le socialisme en tenant compte des particularités nationales. Il procède aussi à une réhabilitation des victimes des purges staliniennes. Sur le plan des relations internationales, le dirigeant soviétique développe la théorie de la coexistence pacifique, qui devient alors la ligne générale de la politique étrangère de Moscou. Il souhaite des relations d'amitié durables entre les deux grandes puissances du monde et énonce plusieurs principes devant dicter cette coexistence pacifique. Respect mutuel de l'intégrité et de la souveraineté, non-agression et non-ingérence dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques, coopération économique. Le fil conducteur de cette nouvelle ligne est le suivant. Étant donné que l'URSS dispose depuis 1949 de l'arme nucléaire et donc des moyens d'atteindre le sol états-unien, elle peut désormais négocier d'égal à égal avec les États-Unis. La confrontation entre socialisme et capitalisme peut alors se faire pacifiquement. C'est sur le terrain économique, nous dit Khrouchtchev, que le meilleur système pourra prouver sa supériorité et non par les armes. L'URSS doit donc, selon cette représentation, se concentrer sur son développement économique et même limiter son soutien à la révolution mondiale. Moscou espère qu'une période de paix prolongée lui permettra de gagner la guerre économique. Pour montrer sa bonne volonté dans le sens de la coexistence pacifique, l'URSS dissout d'ailleurs le 17 avril 1956 le Cominform. En prononçant son rapport secret, Khrouchtchev ne se doute pas un instant qu'il est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. La déstalinisation va alors prendre la forme d'une contestation de l'Empire soviétique en Europe de l'Est. Cela commence par la Hongrie. Dès 1956, une révolte éclate. Le Parti hongrois des travailleurs, parti unique de la République populaire de Hongrie, est dirigé depuis 1948 par Matyas Rákosi, un stalinien qui ne veut absolument pas libéraliser le régime. La nouvelle ligne décidée par le PCUS au 20e congrès contraint Rákosi à la démission en juillet 1956. Mais le peuple hongrois veut aller plus loin. Le 25 octobre, 300 000 personnes manifestent à Budapest contre le gouvernement et les soviétiques.
Le 28 octobre, Imre Nagy, un partisan de la déstalinisation, est nommé Premier ministre. Dans un premier temps, pour éviter notamment la réaction de Moscou, Nagy affirme que le mouvement n'est pas contre-révolutionnaire, mais destiné à faire progresser la démocratisation de la vie sociale et politique. Autrement dit, il s'inscrit dans la ligne de Khrouchtchev. Mais le 1er novembre, il va plus loin, trop loin, et annonce que son pays va quitter le pacte de Varsovie et proclamer la neutralité de la Hongrie. C'est un défi inacceptable pour Khrouchtchev. Non seulement en temps de guerre froide la neutralité n'est pas de mise, mais en plus le dirigeant soviétique veut démontrer que la déstalinisation n'est pas une capitulation du socialisme. Khrouchtchev fait alors intervenir les troupes blindées soviétiques en Hongrie. Les insurgés sont écrasés en une semaine. La répression de l'insurrection hongroise est violente. Nagy est remplacé par János Kádár. Il sera condamné pour conduite contre-révolutionnaire et exécuté le 16 juin 1958. Kádár propose un contrat d'oubli à la population. L'opposition se fait discrète en échange d'un niveau de vie relativement élevé et d'une certaine libéralisation du régime. Il instaure ce qu'on appellera le socialisme du goulash, le plat national hongrois en opposition au goulag, le camp de travail forcé en URSS. Autre contestation dans les pays satellites de l'Union soviétique, le printemps de Prague. La République socialiste tchécoslovaque est dirigée depuis 1957 par le stalinien Antonín Novotný. Économiquement, sa politique est un échec total. La croissance est nulle et les conditions de vie ne s'améliorent pas. La censure est de plus en plus stricte, ce que supportent mal de plus en plus d'intellectuels. La contestation conduit à son remplacement par le Slovaque Alexander Dubček en janvier 1968. Dubček élimine la vieille garde communiste et confie les postes à des réformateurs issus de la résistance. La censure est supprimée, la liberté syndicale rétablie, une vaste réforme économique lancée. Des aspirations socialistes, démocratiques et humanistes dans la population tchécoslovaque permettent de commencer à édifier le socialisme à visage humain. Moscou critique le changement opéré à Prague, mais Dubček négocie avec le grand frère soviétique. Il assure Moscou qu'il ne se laissera pas déborder et garantira le respect des principes essentiels du marxisme-léninisme. Mais son projet de synthèse entre l'égalité sociale et la liberté constitue une remise en cause fondamentale du système soviétique. Dans la nuit du 20 au 21 août, Léonid Brejnev, homme fort de l'URSS depuis octobre 1964, décide de faire intervenir à Prague 500 chars des troupes du pacte de Varsovie. Les dirigeants du printemps de Prague sont envoyés à Moscou et obligés de négocier un protocole secret prévoyant le retrait provisoire des troupes soviétiques en échange de l'arrêt de la politique de libéralisation. En fait, 70 000 soldats resteront stationnés en Tchécoslovaquie jusqu'à la dissolution du pacte de Varsovie en 1991. Le printemps de Prague est mort. La normalisation est lancée. Dubček est évincé de la tête du Parti communiste tchécoslovaque. Il est remplacé par Gustav Husak qui instaure une politique répressive. En 2 ans, 500 000 adhérents sont exclus du Parti communiste. Des centaines de milliers d'intellectuels, d'enseignants, de chercheurs et de journalistes voient leurs postes supprimés. La protestation des partis communistes d'autres pays européens, italiens, roumains, yougoslaves et même français, sera de peu d'utilité. La doctrine Brejnev, dite de souveraineté limitée, deviendra alors la ligne officielle appliquée par Moscou dans les démocraties populaires. L'ingérence de l'Union soviétique dans les affaires des Alliés se fait au nom de l'intérêt supérieur du socialisme. Les intérêts particuliers des démocraties populaires doivent s'effacer devant cet intérêt supérieur que seule l'URSS a le droit de définir. La rupture sino-soviétique constitue aussi une autre contestation de la domination soviétique. Les dirigeants chinois n'apprécient pas le 20e congrès du PCUS et la déstalinisation. Ils considèrent ces conclusions comme du révisionnisme, un renoncement aux principes marxistes-léninistes, une trahison de la révolution mondiale et une soumission aux États-Unis. Plusieurs événements vont conduire à une détérioration des relations entre la Chine et l'URSS. En août 1958,
Pékin bombarde les îlots Quemoy et Matsu qui appartiennent à Taïwan. Un défi à la fois pour les États-Unis, protecteurs de Taïwan, mais aussi pour l'Union soviétique engagée dans la coexistence pacifique. En 1959, Moscou s'inquiète du programme nucléaire chinois. Les soviétiques décident alors de suspendre leur aide économique à la Chine. Des milliers d'experts et de techniciens soviétiques sont également rappelés. L'économie chinoise est alors gravement affectée par la suspension de l'aide soviétique. Entre 1961 et 1962, l'URSS soutient les émeutes au Xinjiang, la région des Ouïghours, c'est-à-dire un peuple turcophone à majorité musulmane sunnite. Ces émeutes s'inscrivent alors dans le combat indépendantiste des Ouïghours pour fonder un Turkestan oriental. En 1962, le différend frontalier sino-indien à propos des territoires himalayens débouche sur une guerre. L'Union soviétique soutient alors implicitement l'Inde. Après l'affaire des missiles de Cuba, Pékin condamne le nouveau recul de Moscou face à l'impérialisme américain. Pour finir, Mao envoie une lettre à Khrouchtchev en 25 points. Il y récuse la prééminence du PCUS sur le mouvement communiste international et qualifie les dirigeants soviétiques de révisionnistes. On le voit, la rupture sino-soviétique est un mélange entre rivalité géopolitique et compétition pour le leadership du camp socialiste. Elle est un coup dur pour Moscou. À l'ouest, l'hégémonie américaine est également contestée, notamment par la France du général de Gaulle. Celui-ci revient au pouvoir en mai-juin 1958. En septembre, il envoie un mémorandum au président états-unien Dwight Eisenhower. Il propose que l'OTAN soit dirigée par un triumvirat, États-Unis, Royaume-Uni et France. Eisenhower refuse. Il souhaite que son pays conserve le leadership de l'Alliance. De Gaulle dote ensuite la France de l'arme nucléaire, malgré les fortes pressions des États-Unis qui tentent d'empêcher les manœuvres françaises. De Gaulle exprime une volonté d'autonomie vis-à-vis des États-Unis. Il estime que l'URSS ne représente plus une menace pour l'Europe occidentale. En 1963, il s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, jugée trop atlantiste. Il s'oppose au projet de force nucléaire multilatérale de l'OTAN proposé par le président américain John Fitzgerald Kennedy. En 1964-1965, le président français multiplie les contacts avec les dirigeants soviétiques. Il condamne aussi la poursuite de la guerre du Vietnam et le rôle du dollar comme monnaie internationale. En 1964, il reconnaît la République populaire de Chine, alors que les États-Unis soutiennent toujours Taïwan. Le 7 mars 1966, De Gaulle envoie une lettre au président américain Lyndon Johnson. Il y indique que la France se retire des commandements intégrés de l'OTAN. Selon lui, les conditions qui ont conduit à la création de l'OTAN n'existent plus. On peut lire dans sa lettre: « C'est pourquoi la France se propose de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entamé par la présence permanente d'éléments militaires alliés ou par l'utilisation qui est faite de son ciel, de cesser sa participation aux commandements intégrés et de ne plus mettre de force à la disposition de l'OTAN. » De Gaulle rappelle néanmoins la solidarité de la France avec les pays de l'OTAN dans le cas d'une agression armée. Les troupes états-uniennes stationnées en France se retirent le 1er janvier 1967 et le siège de l'OTAN déménage de Paris à Bruxelles. En définitive, la France se libère de la tutelle américaine grâce à sa possession de l'arme atomique qui lui permet d'assurer sa propre sécurité sur le continent. La puissance française est renforcée. De Gaulle développe une position géopolitique originale, non alignée, ce qui permet à la France de gagner en influence tout autant vis-à-vis de l'URSS, des pays du tiers-monde que des États-Unis. La période de coexistence pacifique est marquée par une grave crise, la crise des missiles de Cuba. Cuba est le dernier État latino-américain à obtenir son indépendance de l'Espagne en 1898. Mais l'influence états-unienne est forte. En 1901, le Sénat américain adopte l'amendement Platt, accolé à la Constitution cubaine, qui donne droit aux États-Unis d'intervenir militairement et qui officialise donc le droit d'ingérence. Depuis 1952, le dictateur Fulgencio Batista préside Cuba
avec le soutien américain. Appuyée par les paysans, la guérilla de Fidel Castro le chasse du pouvoir. Au départ, Fidel est surtout un dirigeant nationaliste et progressiste non communiste. Mais les relations américano-cubaines se dégradent. En avril 1959, Castro visite les États-Unis. Mais il est ignoré par le président Eisenhower. Il nationalise de nombreux biens appartenant aux compagnies états-uniennes. Les États-Unis infligent des sanctions à l'île. Ils refusent d'acheter le sucre cubain, qui représente 80% des recettes d'exportation de Cuba. Moscou achète alors le sucre cubain. Le 17 avril 1961, la CIA organise le débarquement de la baie des Cochons, soit une tentative d'invasion militaire de Cuba par des exilés cubains. C'est un fiasco. La population cubaine fait bloc derrière Castro. Ce dernier se rapproche dès lors de l'URSS et se déclare marxiste-léniniste. En plus, les États-Unis décrètent un embargo à destination de Cuba, ce qui rend le pays dépendant à l'égard de l'Union soviétique. Le 22 octobre 1962, le président américain Kennedy révèle la présence de rampes de lancement de fusées soviétiques en cours d'installation à Cuba. Plus exactement, il y a déjà sur place 40 000 soldats soviétiques, 42 missiles et 20 têtes nucléaires, 20 autres arrivant sur le navire Poltava. Se dessine alors le spectre d'une guerre nucléaire soviéto-américaine. Kennedy affirme « Nous ne courons pas prématurément et sans nécessiter les risques d'une guerre mondiale dans laquelle les fruits de la victoire seraient cendres dans notre bouche. Mais nous ne reculerons pas face à ce risque à tout moment où il faudra l'envisager. » Kennedy décrète le blocus naval de l'île et menace de faire bombarder les installations soviétiques. Khrouchtchev réplique en condamnant le blocus qualifié d'acte de piraterie et déclare « Si les agresseurs déclenchent la guerre, l'Union soviétique ripostera en infligeant les coups les plus puissants. » Les navires américains restent en place pour faire respecter le blocus. Les navires soviétiques se dirigent vers Cuba. Il ne reste que quelques heures avant qu'une confrontation directe ait lieu. Khrouchtchev ordonne finalement à ses navires de faire demi-tour, mais fait continuer l'installation des fusées. Le 27 octobre, les soviétiques abattent un avion espion U-2 au-dessus de Cuba. La planète est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Mais finalement, face à la possibilité d'une apocalypse nucléaire, les deux grands reculent. Après des négociations houleuses, un compromis est trouvé. Moscou accepte de retirer ses fusées, en échange de quoi les États-Unis n'envahissent pas Cuba et retirent leurs fusées en Turquie. Après la crise des missiles avec son niveau de tension maximal, une autre phase de la guerre froide s'ouvre, la détente. Nous l'aborderons dans une autre vidéo. Entre-temps, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager et nous rejoindre.